Bonjour tout le monde, bienvenue au balado de l'Accent des jeunes. Je m'appelle Cécilia Fortin, je suis intervenante en persévérance scolaire au Carrefour Jeunesse Emploi d'Alma. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est quoi? Je vais vous présenter c'est quoi l'Accent des jeunes. Dans le fond, on est un véhicule d'implication jeunesse pour les 15 à 29 ans de la MRC Lac-Saint-Jean-Est. C'est un mouvement mené par et pour les jeunes qui permet de s'impliquer dans son milieu. Dans le fond, c'est un projet qui permet de s'impliquer dans son milieu par différents... on peut faire des projets, on a l'opportunité de pouvoir s'exprimer sur des enjeux qui nous intéressent. Donc, ce qu'on fait avec les balados aujourd'hui. Fait que je vais vous laisser, dans le fond, moi, je suis actuellement avec deux ambassadrices de l'Accent des jeunes. Je vais les laisser se présenter. Je vais commencer. Alors, bonjour. Mon nom à moi, c'est Rosalie. Je suis ambassadrice depuis quand même 1 an et plus dans l'Accent des jeunes. Je trouve que c'est un beau véhicule de mobilisation pour nos jeunes de la MRC. Donc, pourquoi je continue à m'impliquer avec les balados. Alors, je suis accompagnée ici aussi d'une autre ambassadrice. Je vais la laisser se présenter. Merci Rosalie. Moi, c'est Annabelle Gauthier. Je suis ambassadrice de l'Accent des jeunes depuis le tout début du projet en 2019. Donc moi, j'ai vraiment l'Accent des jeunes tatoué sur le cœur. J'ai participé à beaucoup d'activités jusqu'à présent là, du mouvement. Puis justement, le balado, c'est vraiment un projet qui a été inventé, réfléchi, par et pour les jeunes de l'Accent des jeunes. Donc, c'est vraiment un moyen pour nous de nous exprimer sur les enjeux qui nous intéressent. Et aujourd'hui, on a une invitée avec nous. Je vais la laisser se présenter aussi. Enchantée, je suis Ariane. Je suis intervenante chez Anorexie Boulimie Saguenay. Les filles qui ont parlé juste avant moi m'ont fait l'honneur de m'inviter pour ce beau projet. Fait que j'ai bien hâte de faire la conversation avec elles. Merci beaucoup. Dans le fond, toi, Ariane, tu travailles chez Anorexie Boulimie Saguenay. Puis dans le fond, de ce que j'ai compris, moi, c'est un organisme à but non lucratif? Oui, exactement. On est un organisme à but non lucratif. OK. Puis vous êtes situé dans la région, c'est ça? Oui, en fait, on dessert... on est à Chicoutimi, mais on dessert tout ce qui est le Saguenay, Saguenay-Lac-Saint-Jean, parce qu'on offre aussi nos services en ligne, là, fait que c'est accessible à tout le monde. OK, parfait. Puis, dans le fond, votre mission principale, c'est de... C'est vraiment de venir en aide à toute la population qui sont touchés par les troubles alimentaires de proche ou de loin. Fait que c'est autant les hommes, les femmes, les adolescentes. Ça peut être aussi les proches des personnes là, qui ont un trouble alimentaire. Là. Il n'y a pas besoin non plus de diagnostic là, pour avoir accès à nos services. Fait que il s'agit juste en fait d'avoir soit un conflit avec l'estime de soi ou l'alimentation ou son corps là, pour avoir accès à nos services. OK. Parfait. Puis là, dans le fond, notre sujet, notre balado, principalement aujourd'hui, c'est les troubles alimentaires. Mais c'est quoi ça, les troubles alimentaires? Les troubles alimentaires, c'est un sujet qui est encore très tabou, là, mais encore en 2023. Je vous dirais que ça commence un petit peu à plus se parler. Là. Il y a plusieurs choses qui se mettent en place à travers différents organismes qui viennent en œuvre. Un trouble alimentaire, en fait, c'est pas nécessairement seulement physique. Ça fait partie d'un trouble de santé mentale. Il y a peu de personnes qui le savent, en fait. Puis... c'est pas nécessairement, comme je l'ai nommé, c'est pas nécessairement physique, ça se voit pas tout le temps sur la personne. Il y a beaucoup d'aspects aussi qui entourent les troubles alimentaires. Là. Oui, il y a la nourriture souvent qu'on va voir, mais on va parler aussi souvent d'anxiété, de dépression. On va parler aussi ça peut aller de l'intimidation, tout ce qui entoure en fait là, les sphères de vie de la personne. Là. Fait qu'il y a beaucoup de comment on dit ça? Comorbidité. Comorbidité. J'ai de la misère à le dire. Il y a beaucoup d'enjeux reliés aux troubles alimentaires. Ouais. C'est ce que je comprends. Mm-hmm. C'est un enjeu qui est quand même vraiment important dans notre territoire, mais vu que c'est encore super tabou, c'est quand même vraiment difficile de le promouvoir, en fait, puis de le mentionner que parfois notre image corporelle est brimée. Il y a tellement d'enjeux aussi par rapport à la jeunesse sur les troubles alimentaires. Pourquoi on est là aujourd'hui, parce que la jeunesse, aujourd'hui, d'après moi, c'est vraiment
dans une période de vie où il y a beaucoup de changements, ça peut vraiment venir avec les troubles alimentaires et une image corporelle qui peut être affectée, selon moi. Oui, 100%, parce que, tu sais, avec toute l'influence des réseaux sociaux qu'il y a en ce moment, oui, il y a beaucoup de discours de body positive, puis de diversité corporelle et tout, mais tu sais, je pense qu'en ce moment, tu sais, c'est pas encore suffisant. Il y a encore une ouverture d'esprit qui doit être faite. Puis, tu sais, dans la région, en plus, il y a pas vraiment... On est la seule organisme communautaire, en fait, à venir en aide aux troubles alimentaires. Outre exemple, là, on va parler de la clinique de l'adolescence qui est associée au grand centre, mais sinon, tu sais, les services sont très inaccessibles, là, quand même, là. Puis quand tu parles du fait que les services, c'est pas mal le seul qu'il y a au Saguenay-Lac-Saint-Jean pour les troubles alimentaires, ça ressemble à quoi vraiment votre demande actuelle au niveau de la liste d'attente, puis au niveau de la jeunesse en soi, au niveau des demandes? Ben c'est sûr qu'actuellement, tu sais, je vous dirais que depuis environ 1 an, on voit une grande croissance au niveau des demandes, que ce soit, c'est vraiment diversifié, que ce soit l'anorexie, la boulimie, l'hyperphagie, les différents troubles. En fait, c'est très diversifié. En ce qui concerne la jeunesse, on commence tranquillement, pas vite, à l'intégrer à notre clientèle, puisque avant, c'était vraiment juste pour les 18 ans et plus. Fait qu'on a quelques clientèles de 14 à 18 ans. Majoritairement, je vous dirais que c'est de 20 ans à 35 ans qu'on voit comme que ça bouge beaucoup plus à ce niveau-là. Actuellement, on a 50 personnes sur notre liste d'attente. Puis, on a comme 42 dossiers actifs là, au sein de l'organisme. Là. Fait que ça bouge beaucoup. On essaie le plus possible de répondre rapidement à la demande, puis efficacement. C'est sûr que, tu sais, il y a tout le temps des enjeux par rapport à ça, mais on fait notre possible là, afin d'atteindre les demandes. C'est quand même vraiment énorme. Puis juste ça, ça démontre toute l'importance d'avoir de plus en plus de services. Puis ça, c'est juste ceux-là qui demandent un service, justement. Il y en a plein là, qui sont chez soi puis qu'ils vivent avec cette situation, ce problème-là, puis qui vont pas en parler non plus. Fait que ça veut dire beaucoup. Ouais. Avec 50 personnes sur votre liste d'attente, ça veut dire que vous êtes combien d'intervenantes pour actuellement, moi, je suis une intervenante à temps plein. OK. Sinon, on a une intervenante à temps partiel là, qui s'occupe plus des rencontres de groupe, en fait, avec quelques suivis individuels. Moi, en ce moment, je suis beaucoup centrée sur les rencontres d'évaluation, suivi individuel. Prochainement, j'offrirai l'expérience des rencontres de groupe. C'est sûr que nous, avec nos différents partenaires à l'extérieur de la région, qui est la Maison de l'Éclaircie et ANEB Québec majoritairement, on a beaucoup remarqué que les bénéfices de faire le groupe avant les rencontres individuelles, c'était super pertinent parce que dans une rencontre de groupe, tu vois différents sujets qui entourent les troubles alimentaires. Il y a beaucoup d'activités qui sont créées, des stratégies. Fait que, quand la personne arrive en individuel, elle sait qu'est-ce qu'elle souhaite travailler. Puis c'est plus facile pour elle. Fait que ça aussi fait en sorte que la liste d'attente s'écoule moins rapidement, étant donné qu'on suggère le groupe avant l'individuel en ce moment. OK. Fait que vous... À partir de vos pratiques, vous voyez qu'est-ce qui est plus gagnant pour... dans le fond, est-ce qu'on appelle ça un rétablissement quand on parle de guérison par rapport aux troubles alimentaires? Comment oui, vous il est nommez possible ça? de se rétablir d'un trouble alimentaire. Okay. C'est sûr qu'on parle souvent comme qu'il y a toujours une petite voix à l'intérieur de nous qui reste fragile à ce qui concerne les troubles alimentaires. Je pense que c'est un combat qu'on vit longtemps parce que c'est rattaché à la confiance en soi, à l'estime de soi qu'on s'accorde. Fait que, on l'a souvent nommé que l'estime de soi, la confiance en soi, c'était comme le travail d'une vie. Donc, c'est sûr que c'est toujours quelque chose qui peut être fragilisé. Cependant, le groupe, c'est vraiment la meilleure option pour le cheminement parce qu'il y a plusieurs aspects qui sont touchés. Puis, on est conscient que c'est peut-être pas la meilleure solution pour faire avancer notre liste d'attente, mais on est conscient par contre que c'est la meilleure solution pour faire avancer les personnes qui viennent dans notre organisme.
Ben oui, parce qu'en plus, vous êtes un organisme sans but lucratif, donc vous vivez des subventions de, j'imagine, des fondations et du gouvernement. Oui. Puis on s'entend que vous venez en aide à un problème qui est littéralement social, là. Oui. Tu sais, j'imagine, vous éteindez des feux, c'est vraiment de l'intervention souvent peut-être ponctuelle ou même... Est-ce que vous avez de l'intervention de crise aussi? Nous, on sait ça qu'on est beaucoup centré sur l'individuel et les rencontres de groupe. En ce moment, on développe possiblement un projet, si tout va bien, de ligne d'écoute. C'est rien coulé dans le béton en ce moment. Là. Je vous dirais que c'est une idée qui nous a popé, qu'on trouverait intéressante, puisqu'en ce moment, on réfère beaucoup vers ANEB, justement, qui ont une ligne d'écoute extraordinaire pour les troubles alimentaires. Puis, ben, on souhaiterait avoir ce service-là en région parce que, tu sais, il l'a pas, puis il en manque. Fait que on peaufine ça en ce moment. On va voir les options qui s'offrent à nous. Fait qu'il y aurait cette possibilité-là, éventuellement, d'intervenir en situation de crise, là, à ce moment-là. Super. Puis là, tantôt, là, on a commencé à mettre un peu la table sur tout le lien avec les conditions sociales qui ont des impacts sur les troubles. Mais toi, dans ta pratique, est-ce que tu vois directement des enjeux sociaux que tu fais « Ah, c'est indéniable que ça a vraiment de l'impact sur les troubles alimentaires et tout ». Ben, je pense que dans tout ce qui concerne les enjeux sur les réseaux sociaux, beaucoup, je pense que, tu sais, on est une génération, si je parle de ma génération, puis celles qui sont suivent après moi, surtout, on est de plus en plus exposés aux réseaux sociaux, de plus en plus exposés à des stéréotypes. Puis, tu sais, veut pas, oui, on encourage la diversité corporelle, puis c'est super, c'est le plus beau message que la société peut véhiculer, mais je pense que certaines personnes continuent de pas nécessairement utiliser cette plateforme-là pour les bonnes raisons. Ouais. Il y a de plus en plus de conscientisation qui devrait être fait par rapport à ça, mais tu sais, nous, notre conseil, en fait, c'est comme de s'abonner à des plateformes qui leur font du bien. Puis, tu sais, des trucs qui leur sont instructifs puis qui leur apportent des outils, dans le fond, là. Ben c'est vrai, puis c'est un bon point de dire qu'on est beaucoup dans une société de paraître. Autant dans les réseaux sociaux que dans la vraie vie. Justement, à l'école, c'est là où je pense que tout se joue quasiment, en fait. Beaucoup, surtout au secondaire, à l'entrée du secondaire, où on est dans une crise identitaire, en fait. On apprend à se connaître, on s'associe à un groupe d'appartenance, puis souvent, c'est relié à une très grande pression sociale. OK, ben moi, il me faut avoir du Nike pour que je puisse m'apparaître bien. Si j'ai des boutons en face, ben là, je vais-tu être rejetée? Tu sais, il y a toujours quelque chose, faut que... Il y a une pression sociale, si je suis trop grande, si je suis trop petit, si j'ai pas les cheveux assez longs. Il y a toujours quelque chose qui fait en sorte qu'on se questionne sur notre apparence. Puis, tu sais, par exemple, juste, tu sais, moi, mettons, ça fait quand même quelques années que j'ai terminé le secondaire, mais je peux quand même en témoigner de choses des commentaires qui m'ont plus affectée que d'autres, puis qui me suivent encore aujourd'hui malgré tout quand même, là. Tu sais, ça paraît niaiseux, mais oui, la gang, je mesure 5 pieds 9. Puis, ça, tu sais, c'est quand même rare chez une fille de mesurer 5 pieds 9. Puis souvent, le premier message que je reçois chez une personne que je rencontre pour la première fois, c'est « T'es bien grande, toi ». Ben ça peut paraître niaiseux, mais c'est un message qui est direct sur mon apparence physique plutôt de ce que je suis comme personne même, puis sur mes capacités personnelles à vivre, tout simplement, tu sais. Fait que je trouve que c'est un beau message qui est difficile encore à renverser aujourd'hui, là. Ben oui, parce que, tu sais, on n'a pas toujours conscience de l'impact derrière. Tu sais, exemple, pour toi, de l'avoir fait dire plusieurs fois, ça l'amène comme un renforcement que tu voudrais pas avoir, que, tu sais, peut-être que la personne derrière, elle a pas nécessairement des mauvaises intentions, mais c'est parce que au fil du temps, ça s'accumule, puis c'est là que ça devient aussi complexe. Ben oui, vous m'auriez jamais vu au secondaire porter des talons hauts, là. C'était impossible pour moi, là. Tu sais, de me faire dire, mais voyons, pourquoi tu porterais des talons hauts? T'es déjà assez grande de même, tu sais. Puis pourtant, maintenant, aujourd'hui, plus on vieillit, plus on apprend un peu plus c'est quoi nos limites. Tu sais, il y a une différence aussi avec le secondaire. Quand on est plus jeune, justement, on n'a pas ce recul-là de parfois.
maintenant que j'ai aujourd'hui sur la personne que je veux être, puis que je m'en fous de ce que les autres disent maintenant, tu sais. On apprend plus à être qui on veut, mais des fois, c'est vraiment plus difficile d'avoir ce recul-là, puis d'avoir ce recul-là, en fait. Là. Ben oui. Oui, puis j'ai l'impression que plus on vieillit, plus on devient capable de bâtir notre estime de nous puis notre image corporelle sur... Ben pas sur notre image corporelle, mais notre estime de nous sur des éléments qui durent dans le temps. Tu sais, notre corps, toute notre vie, il va changer. On va vieillir. Puis on s'entend que dans notre société, vieillir, c'est... Tabou? C'est comme les rides, on veut pas de rides, la peau, faut qu'elle soit... On essaye de l'éviter. Faut pas qu'elle soit flasque, tu sais. Puis encore plus chez les femmes, cette pression-là, en plus, dans le fait de vieillir. Énormément. Fait qu'on dirait qu'en vieillissant, ça devient plus facile de bâtir notre estime de nous sur des éléments qui sont justement plus durables dans le temps, comme notre personnalité, nos compétences, nos valeurs. Tu sais, ça, c'est vraiment des choses sur lesquelles on peut se baser pour bâtir notre estime de nous-mêmes. Puis l'image corporelle, des fois, est affectée par tout ça, là. C'est un autre enjeu aussi, d'ailleurs, de comme vouloir dissimuler les rides et tout chez les jeunes, parce que il y a aussi la promotion on va parler d'influenceurs. Exemple, moi, je suis souvent sur TikTok, puis une jeune femme d'environ 25 ans va promouvoir qui est allée se faire des injections au niveau des yeux, au niveau des lèvres ou des joues, peu importe. Ben, c'est veut pas, ça encourage les jeunes à aller chercher ce genre de soins-là parce que c'est comme rendu la normalité, là. Mais tu sais, tout le monde vieillit, on va tous finir par avoir des plis. Puis oui, c'est rendu de comme aller se faire des injections par précaution de... Fait qu'à un moment donné, tu sais, on veut encourager la neutralité du corps, le naturel et tout, mais c'est pas le message qui est véhiculé à 90% du temps, là. C'est intéressant ce que tu dis dans la neutralité de notre corps, parce que aujourd'hui on est beaucoup dans l'air, dans un certain féminisme, je me rappelle plus c'est vraiment quel type de féminisme qu'on parle, mais il y a beaucoup le body positivity là qu'on entend beaucoup parler actuellement, puis c'est tout de dire on est beau, on est belle, on renvoie vraiment plus un message qui est axé sur notre corps, mais on essaye maintenant là dans le féminisme actuel de renverser ça pour aller plus vers le body neutrality en fait là. Je pense que c'est ça le terme. Oui. Puis c'est de plus renvoyer le message de qu'est-ce que notre corps est capable d'être et de faire plutôt que d'aller à la surface de l'apparence qu'on voit là, à première vue. Puis ça, je trouve que c'est vraiment plus vers où on voudrait s'aligner, mais c'est quand même assez difficile. C'est un pas à la fois, en fait. Là. Exact. Puis, tu sais, on parle beaucoup des femmes, des conséquences que ça a sur les femmes, les réseaux sociaux, puis, tu sais, tout cet aspect-là, mais les hommes sont autant touchés que les femmes parce que, tu sais, c'est quelque chose qu'on remarque moins, mais c'est quand même une réalité. Tu sais, dans ce temps-là, chez les hommes, on va plus parler de bigorexie, c'est comme l'anorexie inversée. C'est que y a une pression à travers l'entraînement, à travers avoir des muscles et tout. Fait qu'un jeune homme, ou peu importe là, l'âge, va commencer l'entraînement, puis il va voir que à un moment donné, les résultats se font voir, mais ça en prend toujours plus. Puis il va finir par avoir un entraînement excessif ou ça va créer un déséquilibre. Fait que des fois, on se rend pas nécessairement compte non plus que un entraîneur qui fait ça depuis des années, qui sait complètement de quoi il parle, va engendrer également, même s'il promeut des bonnes habitudes de vie, ça peut quand même engendrer des difficultés chez les autres personnes parce que ça a l'air tant facile quand on est derrière l'écran, tu sais. Fait que c'est tout... les réseaux sociaux sont vraiment remplis d'enjeux, mais je pense que, même dans le cadre de notre société, que ce soit à l'épicerie, dans les centres d'achat, quand on va au restaurant, quand on est à l'école, je pense que ça se fait voir aussi quand même, là, énormément. Oui. Puis c'est parce qu'on est tellement bombardés aussi, là. Tu sais, s'il y avait une petite pub de gym ou d'entraînement une fois de temps en temps, je pense que ça nous jouerait moins dans la tête
qu'en ce moment, que c'est tout le temps, puis ça dépend toujours de nos algorithmes aussi. Mais des fois, là, moi, je scrolle mes réseaux sociaux, c'est tout le temps partout. À un moment donné, ça nous joue dans la tête, là. Tellement. Puis, tu sais, ça, on s'en rend pas compte. Mais, tu sais, le fait, plus t'es exposé à ça aussi, puis plus ça s'intègre, le message s'intègre à l'intérieur, là. Tu sais, juste, moi, par exemple, là, j'y vais quasiment pratiquement jamais ces réseaux sociaux parce que, justement, je m'en suis rendu compte que aussitôt que j'y vais, j'ai beau y aller 5-10 minutes juste de commencer à regarder. Puis après ça, j'arrête, puis je le sens que je me sens moins bien. Puis c'est difficile. Puis tu sais, c'est comme subtil parce que t'es pas capable de mettre exactement le doigt sur ce qui t'a fait quelque chose, mais c'est le fait de, tu sais, juste le fait d'avoir l'exposition, de puis prendre du temps pour toi, puis de regarder juste ce qui se passe pour l'autre, que ça a amené, ça vient comme à te jouer dans la tête, puis ça t'affecte, puis tu sais, là, c'est tout le temps, tu tombes en mode comparaison, là. Quand tu scrolls, tout ce que tu fais, tu penses plus à toi, là, puis c'est plus toi qui est important, c'est juste ce qui se passe dans la vie des autres. Fait que tu t'oublies toi-même aussi en même temps, là. Tout à fait. Puis, tu sais, sur les réseaux sociaux, c'est rare qu'on dit qu'on va moins bien, puis tout, là. On montre juste le beau de la chose, puis nos voyages, nos sorties, là où on s'arrange, tout ça. On montre pas quand on est en pyjama, puis que, tu sais, qu'on a une tox à la tête, là. Tu sais, on montre pas ce côté-là de nous. Qu'on devrait, par exemple, tu sais, montrer le côté plus naturel, montrer le vrai de la chose, en fait, là. C'est juste que, tu sais, le concept des réseaux sociaux, c'est pas ça. C'est ça. Tu sais, il y a des personnes qui essayent d'intégrer ça le plus possible. Tu sais, moi, je suis une grande fanatique de la mode, j'adore ça. Fait que je vais suivre des influenceuses qui s'habillent très bien, qui ont des collaborations avec différentes compagnies. Tu sais, quand je vois leurs photos, je suis comme, Colin, sont vraiment belles, non. Puis là, j'aime ce qu'ils portent, pis tout. Fait que là, tu sais, je regarde ça vient d'où, puis j'essaye de reproduire ça chez moi. Mais tu sais, sur le moment, genre, c'est difficile des fois de s'imaginer dans, mettons, les vêtements qu'elles portent parce qu'elles les portent tellement bien puis sont tellement belles. Puis là, tu sais, moi, je les envoie à mes amis. Je suis comme, regarde comment elle est belle. Puis après ça, je suis comme, ouais, mais oui, elle est belle, mais tu sais, c'est pas la reine Élisabeth. C'est pas, tu sais, moi aussi, j'ai mes qualités. Tu sais, je sais que le vêtement va autant bien me faire différemment. C'est sûr, on n'est pas la même personne. Mais je vais être capable de le porter pour qu'il soit à mon avantage. Puis, tu sais, c'est comme des fois c'est le petit déclic que ça prend, là. Puis c'est justement des fois de faire du lâcher-prise comme tu parles, tu sais, comme de fermer ça quelque temps puis de se questionner, tu sais. Ouais. Tu sais, c'est surtout aussi que c'est comme, tu sais, on s'en rend pas tant compte, mais tu sais, on réalise pas à quel point tout ce qu'on fait, c'est se comparer, puis que, tu sais, tu vas toujours être capable de trouver quelque chose encore plus wow. C'est ça aussi qui amène comme, tu sais, c'est un infini de possibilités, les réseaux sociaux. Tu sais, juste exemple, moi, j'adore les voyages, puis tout. Là, s'il faut que je vois, une fille qui part en voyage, elle va à telle place, avec des éléphants, puis tout. Puis là, moi, j'ai beau avoir un voyage de prévu bientôt, ben là, on dirait que, j'aimerais ça faire ça aussi, j'aimerais ça faire ça aussi. Fait que, tu sais, c'est comme infini. Fait que, tu sais, des fois, c'est aussi quand t'es trop amené à tout le temps regarder ça, ben là, tu viens à être tellement submergé que, genre, t'oublies que, dans le fond, c'est parfait, puis tu mènes la vie que t'as amenée, puis tout est parfait, là. Tout à fait. Puis j'aimerais ça t'entendre, tantôt te parler un peu de la jante masculine. Puis j'aimerais ça t'entendre un peu sur la réalité de ces personnes-là, parce que des fois, on n'associe pas on associe plus les femmes aux troubles alimentaires et peu les hommes. Fait que j'aimerais ça un peu t'entendre sur le sujet, puis un peu savoir, est-ce que... au niveau de quand de base, as-tu des suivis avec des hommes, justement? On en a très peu. Ouais. C'est sûr que, tu sais, je pense que qu'est-ce qui fait la différence que les hommes ou les femmes, les hommes et les femmes, que les femmes vont avoir plus tendance à aller chercher de l'aide, tu sais, c'est quelque chose qui revient dans toutes les problématiques, pratiquement, c'est quelque chose qui revient, mais également parce que... nous, tu sais, on va parler, mettons, du mouvement féministe sur les réseaux sociaux. Les femmes sont souvent plus exposées. Fait il y a plus de discours en ce qui concerne, tu sais, aller chercher de l'aide, c'est important. Acceptez-vous, aimez-vous, prenez soin de vous. Fait que, tu sais, oui, autant que moi, sur mes réseaux sociaux, je vois des trucs qui peuvent me titiller, autant que je vois des phrases, des fois, des posts qui sont encourageants puis qui sont positifs. Puis je pense que, tu sais... dans du côté plus masculin, on voit moins ça, on dirait. Tu sais, en même temps, je suis une femme, donc
je le vois pas passer. Ça Mais s'associe moins aux choses qu'ils voient, par exemple, sur les réseaux sociaux. C'est ça. Je pense que les hommes accordent légèrement moins d'importance aux réseaux sociaux que les femmes, mais également, tu sais, ça date pas d'hier que les hommes ont plus de difficultés à demander de l'aide. Mhm. Fait que oui, on en a. Je vous dirais que c'est, tu sais, comme 10% de notre clientèle, là, il y en a pas beaucoup. Je pense que, tu sais, il y a du cheminement à faire là-dessus dans le sens où c'est clair que c'est plus qu'un 10%. Ouais. Mais c'est ça, tu sais, les troubles alimentaires, c'est tellement tabou maintenant. Puis des fois, c'est difficile de se rendre compte qu'on a un trouble alimentaire aussi. Fait que je te dirais que j'ai plus ou moins comme d'informations, outre que c'est, tu sais, les hommes, ça a toujours été plus difficile, là, en ce qui concerne la demande d'aide, là. Ouais. Puis quand tu parles des différents troubles alimentaires, là, il y en a plusieurs quand même qu'on peut nommer. Il y en a même des noms que je regardais, là, qu'on a, qui est nouveau, en fait, qu'on a presque jamais entendu ces dernières années, puis que là, il y a sûrement de nouvelles études à ce sujet-là, justement, là. Puis là, on sait qu'il y a l'anorexie mentale, il y a la boulimie, justement, qu'on connaît plus, mais il y en a beaucoup d'autres aussi, là. Puis c'est en même temps par rapport à comme anorexie, boulimie, tu sais. Mhm. Oui, ces deux troubles alimentaires-là, il y en a d'autres, puis c'est pas comme quelqu'un qui est anorexique, qui est full mince. C'est pas quelqu'un qui est boulimique, qui va être full en surplus de poids ou peu importe. Ça se voit même pas, des fois, tu sais. Fait qu'il y a full de stéréotypes attachés à l'anorexie puis à la boulimie. Fait que c'est comme... Nous, on est comme en mission de déconstruire un petit peu tout ça. Fait que quand on va donner de l'information, quand on fait des présentations dans des écoles, on essaye comme de décortiquer tout ça. C'est sûr aussi que, tu sais, il y a une différence aussi entre... Il y a l'hyperphagie maintenant qui ressemble beaucoup à la boulimie. Tu sais, c'est pas l'anorexie puis la boulimie veut pas non plus nécessairement dire qu'on se fait vomir. Tu sais, il y a plein de petits à côté qui fait en sorte que, tu sais, c'est plus ou c'est moins que ce que la société peut penser, là. Ouais. Il y a tellement des idées préconçues qu'on se fait sur certains sujets que, dans le fond, mais on n'en parle pas beaucoup aussi dans notre Non. société de ces sujets-là. Fait qu'en plus, ça doit être vraiment complexe quand même de construire ça parce que c'est pas des sujets qui viennent tant régulièrement ça dans des conversations, dans des discussions. Ouais, c'est ça, tu sais, on parle pas de ça nécessairement à un souper entre amis. Fait que, tu sais, mettons, moi, ça fait quelque temps que je travaille pour l'organisme, ça fait depuis mars. Fait que, tu sais, mon entourage me pose souvent des questions. Ah, mais tu sais, comment ça se démontre, tu sais, comment, tu sais, je peux l'aborder ou peu importe. Fait que, tu sais, moi, en tout cas, j'essaie d'un peu réseauter autour de moi pour essayer tu sais, de démystifier ça, de déconstruire un peu les stéréotypes. Mais, tu sais, on est plus de... Je sais pas comment est-ce qu'on est sur la planète, là, mais clairement, tu sais, c'est pas à moi tout seul que je vais faire le changement, là. Mais en tout cas, j'essaie le plus possible de faire le petit bout de chemin, là. Ah oui, c'était un petit bout de chemin à la fois, hein? C'est ça. Vraiment. C'est parce que c'est quelque chose c'est un problème de société, Ouais. mais c'est quelque chose qui est vécu tellement individuellement, puis tellement de manière unique à chacun. Tu sais, on a toutes des genres de distorsions dans nos têtes par rapport à notre image corporelle. On a toutes nos perceptions par rapport à la façon qu'on se voit dans le miroir, qui est influencée par justement les réseaux sociaux, la télévision, tout ça, les célébrités. Fait que tu sais, c'est tellement des choses qui sont difficiles à gérer, hein. Vraiment. Puis quand on parle d'image corporelle, justement, là, j'avais déjà lu une genre d'étude faite là-dessus qu'on remarquait que déjà dans l'âge d'environ 5 à 7 ans, il y avait certains jeunes qui avaient déjà eu des témoignages dus au fait qu'ils étaient insatisfaits de leur corps, là. Imaginez à 5 puis 7 ans, déjà avoir un recul par rapport à notre apparence corporelle, là. Tu sais, des fois, à cet âge-là, c'est comme, oui, il y a l'école qui rentre en jeu, mais tu sais, des fois, tu sais, juste les discours qui sont entretenus à la maison, tu sais, si on a un parent qui nomme souvent que elle a pris du poids, faut qu'elle maigrisse, ou ben, il faut vraiment que je fasse attention à qu'est-ce que je mange. Fait que, tu sais, c'est des discours qui sont enregistrés, puis que, tu sais, le parent, il dit pas ça pour faire du mal ou peu importe, là, c'est tellement pas intentionnel, mais des fois, ça déclenche ce genre de mécanisme-là. Ouais.
Merci Ariane de nous avoir tout parlé des stéréotypes, c'était vraiment intéressant. Puis là, moi, là, quand j'ai avant de faire le podcast, j'ai été faire un peu de recherche puis tout, puis là, j'ai vu qu'il y avait une multitude de troubles alimentaires, des affaires que j'aurais jamais entendues. Tu sais, j'ai lu genre le pica, le trouble méricisme, mais genre, c'est quoi? C'est quoi les particularités? Y en a-tu qui sont plus fréquents que d'autres? Ben, je sais que le PITCA, là, c'est un institut pour les troubles alimentaires. C'est vraiment, c'est comme un peu c'est un hôpital à Québec qui est, je pense que c'est ça, à Québec, qui est associé avec le CHUM ou le CHUL, je sais plus. Puis, dans le fond, tu peux aller, c'est comme un peu désintox, genre, pour les troubles alimentaires, une thérapie. Sinon, pour les autres troubles alimentaires comme plus spécial que tu parles, l'autre, j'ai jamais entendu ça non plus. Fait que c'est vraiment pas fréquent, là, ces affaires-là. Non. Là. On peut parler de d'autres trucs qui sont pas fréquents non plus. Des fois, on va avoir l'alcorexie, qui est comme la personne va se restreindre au niveau alimentaire pour prendre une quantité d'alcool plus élevée. Il va y avoir aussi le momyrexie. Souvent, ça, c'est suite à une maman qui a été anorexique dans sa jeunesse ou dans certains moments dans sa vie, lorsqu'elle tombe enceinte, ben, tu sais, veut dire prendre du poids, le corps change et tout. Fait que des fois, ça ramène des épisodes du passé. Puis, il y a l'orthorexie aussi qui est comme c'est pas tant de surveiller la quantité de la nourriture, c'est plus de surveiller la qualité. Fait que les personnes vont souvent éviter le gluten, les aliments transformés, les aliments aussi avec le moins d'ingrédients possible. C'est souvent les trois qu'on voit le moins souvent. Là. Ceux qu'on voit beaucoup en ce moment, je vous dirais, là, c'est hyperphagie là, que je vois beaucoup dans mes bureaux. Ce qui veut dire compulsion alimentaire avec pas sans, en fait, comportement compensatoire. Donc, compulsion veut dire, mettons, Prise de concrètement, nourriture, tu manges des tonnes et des tonnes de calories. Mm-hmm. Puis tu dis sans... Sans comportement compensatoire, exemple, vomissement, entraînement, prise de laxatif. Aussi, des fois, tu sais, ça peut être ou une grande prise de calories. Sinon, ça peut être... Des fois, c'est pas nécessairement une grande quantité de nourriture. Des fois, c'est comme la mentalisation qu'il y a par rapport à ça. C'est comme de... Genre, finir le sac de chips en 5 minutes, mais pas avoir pris le temps, mettons, nécessairement goûter qu'est-ce qu'on mange. De pas... Tu sais, que ça se fasse comme un peu... genre, sans qu'on ait conscience, là. Tu sais, c'est comme... Souvent, ma clientèle me nomme que c'est comme une genre de transe. Comme un buzz, dans le fond. Là, ouais. Fait que c'est souvent... Un craving, là, que ouais. genre... Puis il y a comme une perte de contrôle associée à ça. Mm-hmm. Fait que c'est ça qu'on voit le plus souvent, là, actuellement. Super intéressant. Vraiment. Ce qui est challengeant aussi, on change un peu de sujet, là, mais ça revient aux troubles alimentaires quand même, c'est sûr, mais au niveau comme des médecins et tout, on parle du calcul de l'IMC, qui est un calcul, on s'entend, vieux comme la planète, puis qui est pas vraiment adapté aux personnes qui ont un trouble alimentaire, ben même aux personnes qui n'ont pas de trouble alimentaire, là, parce que c'est un calcul qui est basé sur seulement ton poids et ton gras. Tu sais, ils se baseront pas nécessairement sur ta grandeur, ton âge, ni, mettons, la masse musculaire, ou genre, si tu fais de la ta rétention d'eau, bref, tous les autres trucs qui peuvent influencer ton indice de masse corporelle, ton poids, ben, c'est pas pris en compte durant ce calcul-là. Fait que, tu sais, mettons, des fois, tu vas avoir un IMC super élevé, puis là, ton médecin va te dire, ah, ben, tu sais, ton IMC est trop élevé, non. Sauf qu'au final, tu sais, la personne n'est pas en détresse, là. Fait que c'est un... Ça peut créer, dans le fond, un trouble alimentaire. Ouais, exactement. C'est ça que je me demandais aussi, parce que, tu sais, des fois, là, il y a tellement plein de diagnostics au niveau de la santé qui sont émis, justement, comme tu parlais tantôt, au niveau de, tu sais, genre, si t'as des problèmes, tu peux pas manger tel aliment, puis tout. Mm-hmm. Exemple, au niveau des intolérances, ces affaires-là. Puis je me demandais, tu sais, est-ce que t'en as, genre, des personnes que tu côtoies que ça partait de ça, puis là, ça en est venu justement à développer des troubles alimentaires parce que toutes les restrictions que ça amène, toutes les complications, tous les enjeux? Ben, c'est sûr, exemple, que y a des personnes qui ont des enjeux au niveau de leur poids, puis souvent, ils vont aller chez leur médecin pour un rendez-vous de routine, puis ils vont leur demander de pas savoir leur poids.
Puis des fois, cette notion-là n'est pas respectée. Fait que, tu sais, la personne, tu sais, oui, ça veut pas savoir son poids, on va dire c'est un drapeau rouge, tu sais. Mais en même temps, tu sais, c'est peut-être beaucoup plus sécurisant. Tu sais, ça peut peut-être pas actionner, justement, le drapeau rouge si on respecte ce choix-là. Tu sais, c'est sûr que, oui, tu sais, c'est des professionnels de la santé. Tu sais, moi, je suis pas médecin, mais, tu sais, quand on nomme à quelqu'un que, tu dois perdre, tu sais, il faut que tu perdes 10 livres, c'est dangereux ou comme, ce serait vraiment meilleur pour ta santé, peu importe. Ben, des fois, on n'a aucune idée de l'influence que ça peut avoir, tu sais. C'est vraiment important ce que tu dis là parce que ça paraît niaiseux, juste le fait d'avoir une balance de poids à la maison. Moi, ça rentre plus chez nous, ça là, ça fait longtemps. Parce qu'il y a eu une période où tu rentres dans la salle de bain, tu te pèses, hein. C'est rendu ça, là. Puis là, finalement, j'ai pris un livre, finalement, je l'ai perdu. Finalement, ça devient extrêmement comme une pensée qui devient tout le temps en arrière. Puis juste au secondaire, je me rappelle un exemple que comme à un moment donné, là, on se faisait prendre notre masse musculaire, là. Puis tout le monde le faisait dans la classe. Puis justement, la comparaison qu'il y avait envers d'autres personnes que comme, finalement, moi, je suis pas assez musclée, ci pis ça. C'est fou à quel point, là, c'est des petites choses que on n'a pas conscience, mais qui finalement ont un énorme impact. Exact. Puis c'est quoi, justement, toutes les conséquences qu'il pourrait avoir quand on parle de troubles alimentaires, justement? Par rapport à... L'impact que ça peut avoir, en fait. Ben, c'est sûr que, tu sais, exemple, quand tu le fais dans un cours d'éducation physique à l'école, ben, ça apporte des comparaisons, là, tu sais. Fait que si quelqu'un a un IMC plus bas que le tien, puis que, tu sais, pourtant, vous faites le même poids, ou ben, la personne a un plus petit IMC, mais la personne est plus lourde que toi, tu sais, ça apporte plein de questionnements. Fait que là, c'est de toi te remettre en question, tu sais. Par exemple, moi, quand j'étais jeune, j'ai toujours été très petite, on va dire mince, puis mon IMC était trop bas pour, mettons, les normes de la santé, mais j'étais en parfaite santé, là, tu sais. Moi aussi, pareil. Je veux dire, à un moment donné, C'est le calcul troublant. est efficace, là, tu sais. Ouais. C'est ça, puis tu sais, au final, ça sert à quoi? Mm. Tu sais, se peser, savoir son IMC, ça. ça t'amène à quoi? C'est quoi que tu vas savoir de plus? Tu sais, ça change complètement rien, là. Parce qu'au final, c'est un chiffre sur la balance. Fait que, tu sais, le meilleur cadeau, tu sais, c'est de se faire confiance par rapport à ça, tu sais, puis de... Tu sais, si tu te sens bien dans ton corps, que peu importe le chiffre, là, tu sais, dans le fond, c'est d'eux que ça ait cette influence-là. Tu sais, pour revenir sur la médecine et tout, tu sais, en ce moment, il y a comme un fléau sur un médicament qu'on appelle l'Ozempic, qui est pour les diabétiques à la base. Mais pour les personnes qui sont non diabétiques, là, ça l'offre une perte de poids assez importante, là. On parle, là, j'ai lu un article tout à l'heure, puis tu sais, on parle d'environ, là, 20% des personnes, là, perdent, là, une bonne capacité de leur masse graisseuse. Je sais pas si c'est comme ça qu'on le dit, mais c'est ça, tu sais. Fait que là, en ce moment, je pense qu'il y a des débats, des trucs qui sont mis en place, là, pour éliminer, pour pas que ce soit prescrit autre que pour les diabétiques et pour la bonne raison. Mais autant la société que la médecine apporte des conflits là, aux troubles alimentaires. Oui, parce que ça doit être problématique aussi, des grosses pertes de poids aussi rapides, là. Mais oui, ça peut affecter l'image qu'on a de nous-mêmes, vraiment, là. Ben exact, tu sais, quand on a une perte de poids rapide, tu sais, on arrive à stagner, que ce soit, tu sais, pour, tu sais, peu importe, ce serait une prise de masse, une perte de poids, peu importe. À un certain moment, tu sais, notre corps atteint sa limite. Fait qu'à ce moment-là, tu sais, et vu que la perte de poids est pas aussi facilement enclenchée, il peut arriver, c'est pas comme automatique, là, mais ça peut amener des conflits avec le poids parce qu'on était tellement habitué par une perte de poids rapide que là, quand ça stagne, on demande plus. Fait que là, ça peut amener de la restriction. Fait que là, tu sais, ça apporte d'autres problèmes de santé, là, aussi, là. Ça peut devenir limite addictif, on dirait, comme t'en parles. C'est ça. C'est comme une addiction à la perte de poids, là. Fait qu'il peut y avoir des éléments déclencheurs qui peuvent mener à ça. Exact. Ouais. Puis justement, là, quand tu parlais tantôt de le sentiment de perte de contrôle, là, est-ce qu'on pourrait dire aussi qu'à l'inverse, le trouble alimentaire, ça pourrait faire en sorte que, genre, comment je pourrais expliquer, qu'on reprenne un certain pouvoir sur notre vie à un certain...
Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire, là. Oui, quand tu as commencé ta phrase, je savais où tu t'en venais. C'est des situations qui peuvent parfois être difficiles dans d'autres sphères de vie, justement. Exact. Des fois, c'est comme les gens ont tellement pas de contrôle sur qu'est-ce qui se passe dans leur vie, mettons que ce soit au niveau de leurs relations, au niveau de leurs études, peu importe. Ben, comme le seul contrôle qu'il y a, c'est eux-mêmes. Fait qu'ils vont aller chercher justement cette dose de contrôle-là dans c'est un trouble alimentaire. Souvent, ça va être plus chez l'anorexie qu'on va voir ça. Parce que, comme je le nommais, hyperphagie puis la boulimie, c'est justement plus vers une perte de contrôle. On se rend pas nécessairement compte que la crise de compulsion va s'en venir. Tandis que l'anorexie, c'est vraiment comme un contrôle de l'alimentation, du contrôle de la faim. Fait que oui, c'est quelque chose que les gens peuvent aller rechercher, là, justement, un contrôle, ouais. Super. Moi, ce que j'aimerais également savoir, c'est, mettons, pour donner des trucs, des astuces pour les jeunes, d'aller consulter ou pour l'entourage également, pour pouvoir aider les gens dans leur entourage qui ont peut-être un trouble alimentaire ou qui ont tout simplement des difficultés en lien avec leur estime de soi, leur image corporelle. Quels seraient les trucs qu'on pourrait donner? C'est sûr que, tu sais, au niveau des réseaux sociaux, de suivre des personnes qui sont positives, qui envoient des messages positifs, qui s'approchent de vos valeurs aussi, de suivre des trucs qui sont les trucs que vous aimez, qui sont à votre valeur. Sinon, tu sais, c'est comme il y a beaucoup de commentaires qui sont faits sur la grandeur, comme tu le nommais, le poids, l'apparence physique. Tu sais, on n'a plus besoin de ça maintenant. Tu sais, comme on sait jamais quel impact que ça peut avoir, on sait jamais qu'est-ce que ça va donner. Fait que c'est vraiment de pas nécessairement parler du poids. Si on est inquiet de quelqu'un de notre entourage, on soupçonne un trouble alimentaire, tu sais, c'est pas de dire comme « Hey, là, je trouve vraiment que t'as maigri » ou ben non, ça n'a pas de bon sens. C'est plus d'y aller comme « J'ai des inquiétudes, tu sais, tes comportements ont changé, je pense que t'as-tu quelque chose à me parler », tu sais, d'y aller plus vers une porte ouverte, de laisser la chance à la personne d'expliquer en fait comment elle se sent puis qu'est-ce qu'elle vit, au lieu d'y aller plus vers un jugement. Sinon, ben, c'est sûr que l'adolescence, c'est une étape difficile, puis en même temps tellement constructive au sein de notre vie. Mais tu sais, c'est comme... C'est pas de prendre et de laisser. Tu sais, c'est de... Y a pas, tu sais, c'est difficile de donner des conseils sur comme l'estime de soi, la confiance en soi, parce que, tu sais, y a personne d'autre que nous-mêmes qui a le pouvoir dessus. Fait que c'est plus de s'entourer de personnes qui nous lèvent vers le haut, qui nous apprécient pour qu'est-ce qu'on est, puis de se débarrasser des trucs qui sont positifs, de se débarrasser des trucs qui sont négatifs, qui sont dans notre vie. C'est vraiment le petit truc là, que je donnerais. Wow. Wow. Très bien dit, pour vrai, Ariane. Merci. Les filles, vous autres, vous avez-tu d'autres choses? Y avait-tu d'autres choses que vous auriez voulu qu'on discute avant de mettre fin à... Ben, moi, j'ajouterais un peu comme je disais au début du podcast. Tu sais, je pense qu'avec le temps, moi, j'ai compris que on doit bâtir notre estime de nous sur des éléments qui, comme je disais, qui durent dans le temps. Donc, tu sais, à chaque jour, j'essaie de me rappeler, mes qualités, qu'est-ce qui me démarque des autres, mais vraiment dans ma personnalité, dans mon intérieur et non dans l'extérieur et mon apparence. Donc, mais ça demande du travail de faire ça. Oui. Donc, ça demande des efforts. C'est pas toujours facile parce que des fois, ça dépend de chaque jour aussi. Moi, des fois, j'ai une super bonne estime de moi, puis des fois, c'est à terre. Là, Ben oui, puis c'est normal que ça soit ça aussi. Ben, c'est pas normal, mais c'est normal d'avoir des fois cette pensée-là, justement, qui nous traverse, parce qu'avec notre société actuelle, c'est pas facile. Puis ce que je dirais vraiment, c'est de renverser le discours dominant. C'est beaucoup ça que j'entends là, dans ton discours, Annabelle. Là. Ouais. Tu sais, le discours dominant, mais aussi... Ça, oui, ça, c'est sûr, socialement, c'est clair qu'il faut qu'on fasse ça, mais il y a aussi le discours interne qu'on a envers nous-mêmes aussi, que des fois, on s'en rend pas compte à quel point c'est puissant. De juste changer la façon qu'on se perçoit nous-mêmes, puis de juste se dire soi-même, même si au début, exemple, t'as un peu de misère à le croire, même si tu persévères puis tu continues de te le dire, ça finit par ancrer puis ça finit par se tracer à quelque part aussi. Là. Tu sais, c'est aussi niaiseux que des fois, tu sais, comme, on fait une erreur, peu importe, comme, mais je suis donc bien niaiseuse. Non.
comme ça se peut que tu le réussisses pas de la première fois. Ouais. Je veux dire, il y a personne qui est né puis qu'il savait marcher, là, tu sais. Fait que c'est ça, c'est de se laisser la chance d'essayer, d'apprendre sur plein d'affaires, puis tu sais, d'être plus doux avec nous, tu sais, de se laisser la chance d'apprendre, puis de savoir qui on est, là, tu sais, ça se fait pas en claquement des doigts, là. Non, j'aime tellement ça, ce que tu dis, Ariane. Puis, tu sais, c'est aussi de normaliser aussi, là, tout ce qu'on vit, puis tout, tu sais, on réalise pas, on est tous des êtres humains, puis on a toutes les mêmes peurs, on a toutes les mêmes perceptions, puis l'image corporelle, tu sais, on est toutes affectés par ça. Puis, tu sais, juste de le réaliser, puis de se dire que, dans le fond, tu sais, c'est pas juste moi, c'est tout le monde. Ben, ça permet de faire diminuer un peu la pression qu'on se met, qu'on s'inflige envers soi-même aussi, là. Puis, tu sais, peut-être comme mot de fin, justement, de se dire que on passe notre vie complète avec notre corps, avec ce qui nous appartient, notre personnalité, nos valeurs. Ça vaudrait la peine que on s'aime en tant qu'individu, vraiment, puis qu'on prenne le temps, parce que je pense que l'image corporelle, oui, lorsqu'elle est affectée, ça peut prendre du temps à aller vers l'acceptation, puis dans la bienveillance, je pourrais dire. Mais ça vaut vraiment le coup de se lancer, de s'écouter, puis d'aller vers cette porte-là, justement. C'est beau, ça. Yes, la gang! Merci, les filles. Oui, merci, ça termine Merci en à beauté. vous pour l'invitation. Puis merci aussi pour les beaux témoignages, les belles discussions qu'on a eues. Ça a été vraiment constructif, vraiment enrichissant. J'espère que vous avez apprécié autant que moi les échanges qu'on a eus ensemble. Oui. Puis avant de terminer, je vais inviter nos auditeurs à aller liker la page, puis vous abonner à l'Accent des jeunes. Puis aussi, dans le fond, c'est ça, de nous écrire, sur ce beau podcast qu'on vient de faire. Oui, bien entendu, on aime toujours savoir des feedbacks. Puis, merci aussi à nos auditeurs de nous avoir écoutés puis de nous avoir écoutés. Maintenant, la parole est à vous. On vous souhaite une bonne soirée et on se revoit dans le prochain balado.